Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur For You Télévision, bienvenue à cette édition du Grand Journal. Les titres, les forces onusiennes ont donc maille justement à davantage s'imposer sur le continent africain, notamment dans des pays où l'insécurité règne. Les réactions des populations qui n'ont de cesse de faire entendre leur ras-le-bol vis-à-vis des forces onusiennes viennent donc poser sur la table la question de savoir si ce n'est pas un véritable divorce qui s'annonce. Le Mali également sur la table, met donc sur une table sa réconciliation nationale. Depuis donc hier 1er août et ce jusqu'au 5 août prochain, le gouvernement, les mouvements signataires et les parties prenantes de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger abordent donc des aspects de l'accord qui n'ont pas de lien avec, bien sûr, la révision constitutionnelle. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue donc sur For You Télévision. C'est le grand journal qui démarre à l'instant et nous allons du côté de la République de Guinée où justement l'opposition n'a de cesse justement de manifester son mécontentement à l'endroit du gouvernement de transition en place. Et donc des partis d'opposition et associations de la société civile ou syndicale ont donc appelé à des manifestations qui ont fait de nombreuses victimes à Conakry. Les manifestants ont dénoncé la conduite de la transition par les militaires au pouvoir qui, selon eux, après 10 mois de transition, ne respectent pas les droits et libertés. Face donc aux violences enregistrées dans le cadre de ces manifestations, la CEDEAO a tout simplement appelé au calme et à la libération des détenus arrêtés lors des manifestations. Elle a aussi appelé à plus ample investigation afin d'établir les circonstances qui ont conduit aux incidents dont l'objectif de traduire et juger les auteurs et co-auteurs devant la justice conformément au texte en vigueur. Dans sa suite, la CEDEAO a appelé les autorités guinéennes, la classe politique et la société civile à s'engager dans un processus de dialogue inclusif en vue d'une décrispation des tensions dans un délai raisonnable. Et nous sommes à présent au Bénin, où justement la journée du 1er août 2022 a donc été célébrée, le 62e anniversaire justement sous le signe bien sûr de la décrispation, anniversaire bien sûr à la cession de son indépendance. Après donc 2 années marquées par la Covid-19, la parade militaire effectuait ainsi son retour dans cette grande cérémonie. Aux côtés du président Patrice Talon étaient donc présents des invités de marque, notamment des prédécesseurs et adversaires politiques, à savoir Yahi Boni et Nessifor Soglo, ce qui traduit donc certainement une volonté de décrisper la scène politique. C'est sous le signe de la décrispation et de la fraternité que s'est célébré le 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin ce lundi 1er août 2022. L'image est assez rare pour être banale. Le président Patrice Talon qui assiste au défilé avec à ses côtés ses plus farouches adversaires politiques, notamment ses prédécesseurs à la tête du Bénin, Nicéphore Soglo et Yahi Boni, ainsi que le chef du parti Les Démocrates, Éric Oundété. Ils ont tous accepté, le temps de cette célébration nationale, de taire leurs divergences d'opinion et d'accepter l'invitation du président Yahi Boni. Nicéphore Soglo a même dû écourter un séjour sanitaire pour être présent et Boni Yahi, médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, est revenu de Bissau il y a quelques jours pour la circonstance. Ce qui, d'après certains observateurs, est un signe que la décrispation sur le plan politique serait en marche au Bénin. Nicéphore Soglo révèle par ailleurs que Patrice Talon aurait promis en guise de preuve de cette fameuse décrispation la libération de tous ceux qui sont en prison et tous ceux qui sont en exil. Une promesse qui fait déjà suite à la libération la semaine dernière, soit à quelques heures de cette fête nationale, de 30 figures de l'opposition arrêtées lors des élections de 2021. Visiblement pas suffisant pour la classe politique et la société civile qui déplorent le maintien dans les prisons du pays de certains opposants et d'autres qui sont encore en exil à l'extérieur du pays et qui ont dû vivre la fête depuis leur téléviseur. Quant à la fête proprement dite,
Elle est riche en sons et en couleurs, avec notamment un impressionnant tableau artistique salué par le président Talon et ses convives, mais aussi le défilé militaire, qui sera marqué par 2 temps forts, à savoir la parade militaire et paramilitaire pédestre, qui était de retour après une suspension durant 2 années en raison de la pandémie du Covid-19, et le défilé motorisé consacré à l'exhibition d'un échantillon de matériel et équipement des forces armées béninoises. Et au Mali, nous l'annoncions en titre, le gouvernement, les partis politiques, mais également la société civile sont donc réunis depuis hier 1er août autour d'une table pour justement statuer sur l'accord de paix. Et ce donc depuis lundi, ces travaux de la réunion bien évidemment au niveau décisionnel à l'accord de paix pour la réconciliation nationale se fait donc sous la coordination du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, est donc rendu à ce jour même au 2e jour de ces travaux. La rédaction de For You Media s'intéresse donc aux enjeux justement de cette rencontre avec le concours de Ngalé Ibokia. Une réunion de niveau décisionnel rassemblant les signataires de l'accord de paix et la réconciliation nationale au Mali a débuté le lundi 1er août à Bamako sous la présidence du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Dans son mot d'ouverture, le chef du gouvernement malien a souligné l'importance que le président de la transition Assimi Goïta accorde à la mise en œuvre de cet accord. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger constitue l'une des priorités majeures du président de la transition et du gouvernement. Pour le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion nationale, cette réunion marque un pas décisif dans le processus de mise en œuvre de cet accord, signé en 2015 à Alger par le gouvernement malien et plusieurs mouvements armés du nord du pays. Que de chemin parcouru, parsemé de compromis, de succès, de sacrifices, souvent de recul et parfois de rebondissements. À force de persévérance et de détermination, nous avons toujours su trouver, au-delà de nos contradictions, de nos doutes et face au blocage, les moyens nécessaires pour marquer des bonds décisifs sur ce long chemin vers la paix au Mali. C'est le lieu pour nous de saluer les efforts et sacrifices consentis par chacune des parties maliennes dans ce processus, la médiation internationale, ainsi que l'ensemble de la communauté internationale pour leur accompagnement. La médiation internationale, de son côté, se réjouit de l'ouverture de cette réunion. La médiation est aussi convaincue que les parties sont totalement conscientes de la nécessité de réussir cette réunion décisionnelle. Aujourd'hui, la responsabilité de chacune des parties consiste à saisir cette opportunité pour faire avancer le processus de mise en œuvre de l'accord. Aujourd'hui aussi, la responsabilité de chaque partie consiste tout autant à faire prévaloir d'abord et avant tout l'intérêt suprême du Mali en tant que pays et nation. Prévue jusqu'au 5 août prochain, cette réunion devant aboutir à un consensus de paix rendu au 2e jour aborde entre autres les questions liées au volet des armements, démobilisation et réintégration. Par ailleurs, certains aspects des réformes politiques et institutionnelles sont également à l'ordre du jour. Actuellement, nous allons en Somalie pour justement parler des contours de la visite de James Swan. Nouvelle tentative donc de médiation de l'ONU en Somalie. Le représentant spécial des Nations Unies et sa délégation se sont donc rendus le 31 juillet dernier justement dans l'état du sud-ouest de la Somalie, en proie donc depuis quelques moments à des violences répétées. La transition sécuritaire, la liberté de la presse et l'insécurité alimentaire sont les sujets qui ont meublé justement la conférence de presse de cette rencontre. Kwetu. 3e visite en un mois de James Swan dans l'un des États fédéraux de Somalie. Le représentant spécial des Nations Unies et sa délégation s'est rendu le dimanche 31 juillet à Baïdouane, dans l'un des États du Sud-Ouest, où ils ont rencontré Abdi Aziz Hassan Mohamed, le président de cet État fédéral. Faire progresser la transition sécuritaire en Somalie afin de contrer les menaces terroristes était l'un des enjeux majeurs de cette rencontre.
Au cours d'une conférence de presse, James Wan a évoqué l'importance d'une collaboration entre le gouvernement fédéral et les États membres de la Confédération pour faire avancer les priorités nationales du pays. Le sud-ouest de la Somalie est une zone hautement sensible, en proie à des attaques répétées de groupes rebelles armés, comme les activistes d'Al-Shabaab ou encore le groupe Abakol. L'émissaire onusien a également évoqué le besoin d'une approche pacifique par le dialogue pour la résolution des différends politiques qui touchent le pays et exhorte à plus de liberté de la presse dans l'État du Sud-Ouest. Outre les questions sécuritaires, la crise alimentaire qui touche la Somalie et particulièrement les zones armées inquiète l'ONU qui évoque une situation catastrophique. Selon les Nations Unies, depuis 2020, 7,1 millions de Somaliens, soit la moitié de la population, se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire. Les 3 visites du représentant onusien n'entrevoient pas réellement une voie de sortie de crise dans ce pays de la Corne de l'Afrique en quête de stabilité politique depuis 30 ans. Le nouveau président somalien Hassan Sheikh Mohamud, élu le 15 mai 2022, après plus d'1 an d'une profonde crise politique, nourrit l'ambition de stopper l'insurrection des islamistes radicaux Shebab qui restent solidement implantés dans de vastes zones rurales. Et puis, nous restons sur le continent africain pour parler de la force onusienne qui est pratiquement sur toutes les lèvres, avec la question de savoir si ce n'est pas effectivement un divorce inéluctable qui se prépare entre justement les forces de maintien de l'ordre des sécurités de l'Organisation des Nations Unies, parce qu'il faut le dire, elle n'a jamais été aussi contestée en Afrique que ces derniers temps. Et donc, depuis peu, les opérations de maintien de paix font donc face à une grogne populaire, que ce soit du côté du Mali, en passant par la République démocratique du Congo, sans toutefois oublier la République centrafricaine. Et donc, remise en cause pour son efficacité sur le terrain, la force onusienne essuie de vives critiques. De quoi donc s'interroger sur son avenir sur le continent. Le divorce est-il inéluctable? Nguéné s'est penché sur la question. Remplit-elle réellement son rôle, celui de maintien de la paix? Pour le moment, tout laisse croire que non. L'inefficacité sur le terrain est devenue l'arme la mieux partagée de la force militaire onusienne déployée sur le continent africain. Les récents événements nous en disent long sur la question. Tout d'abord au Mali, avec la suspension des rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA, une décision rendue publique le 14 juillet 2022, suivie de l'expulsion d'Olivier Salgado, représentant la force onusienne au Mali. Autant de décisions compréhensibles. À tout point de vue, que ce soit la MONUSCO, la MINUSMA, tout ce qui est MINUS, comme on a coutume de le dire à travers les plateaux de télévision et de radio, il faut se rendre compte que le bilan est totalement négatif. Négatif à tout point de vue, du point de vue politique, à ramener les acteurs politiques du pays dans lequel ils interviennent. C'est pas le cas de la MINUSMA, de ces organisations que je juge d'organisations fêtières. Elles sont plutôt là à inculquer la division, le désordre, le bordel. Et voilà, nous nous retrouvons avec des pays complètement déchirés politiquement. Un bilan à tout point de vue négatif. Voilà en quoi se résume la présence de la force militaire onusienne en Afrique. Outre le Mali, les missions de l'ONU en République démocratique du Congo et en République centrafricaine font également l'objet de vives critiques, sans toutefois vouloir parler du Soudan du Sud et du Sahara occidental. Loin d'être un véritable atout, la force onusienne est plutôt un outil de déstabilisation spécialisé dans le pillage des ressources naturelles au profit de ceux qui tirent les ficelles. Allons du côté de la MONUSCO au Congo. Allez voir, c'est un chaos total. C'est un échec cuisant. À nul autre pareil. L'ONU a échoué sur tous les points. Tous les points. C'est une armée d'occupation. Vous vous souvenez qu'il y a des chars qui d'ailleurs ont mal négocié un virage et se sont retrouvés dans le ravin. Et à l'intérieur, c'était plein de coltan, de diamants et je ne sais quelle autre ressource minière.
Donc, vous voyez, c'est une force d'occupation qui est sur le terrain, qui vise, n'est-ce pas, à faire un peu de business de l'autre côté, et à des fins que nous ne maîtrisons du tout pas. Hein, et pour des gens tapis dans l'ombre qui, de loin, actionnent, n'est-ce pas, les ficelles. Un déploiement inefficace entraîne donc automatiquement des résultats peu probants. L'on comprend donc mieux le regain de violence sur le terrain. Se dirige-t-on vers un divorce inéluctable? C'est aux dirigeants africains de prendre leurs responsabilités face à ce constat amer. Un constat qui reste donc très amer, en espérant que les excuses ou encore les différentes explications des missions onusiennes dans certains pays du continent pourraient suffire à convaincre donc les populations qui en ont presque marre. Le journal se poursuit avec notamment l'élection présidentielle du côté du Kenya. Et donc la rédaction de For You Télévision a bien évidemment voulu dresser l'état des lieux des préparatifs à une semaine seulement de ce scrutin. Et donc pour le faire, Bala a tout simplement voulu nous plonger dans cette ambiance. À quelques pas des élections présidentielles au Kenya, les acteurs politiques tentent bien de jouer le tout pour le tout en essayant de rallier des électeurs dans les régions les plus influentes du pays. Parmi elles figure la région d'origine du président sortant, le mont Kenya. S'étendant au pied d'un volcan à temps du centre du pays, le mont Kenya est la plus peuplée, la plus influente et la plus représentative des mécaniques politiques complexes du Kenya. Ce qui fait justement d'elle une des régions incontournables pour les différents politiciens. Le vice-président Ruto, par ailleurs figure de challenge à l'élection présidentielle du 9 août face à Raila Odinga, ancien leader de l'opposition et désormais porté par le pouvoir, semble bien être le choix de plusieurs citoyens qui estiment qu'il est accepté par le peuple du mont Kenya, terre sacrée du Kikuyu, le plus grand groupe ethnique du pays. C'est la première fois que nous n'avons aucun candidat sérieux pour le mont Kenya. Et honnêtement, ce n'est pas important pour nous, car nous avons trouvé un leader qui a à cœur les intérêts du mont Kenya, même s'il n'est pas d'ici. La coalition Azimio a même essayé de choisir un coalistier d'ici. Mais si vous vous baladez un peu et demandez aux habitants, ils vous diront qu'ils votent pour l'UDA, notamment à cause de leur agenda économique. Dans un pays marqué par le vote tribal, le mont Kenya avait largement voté Kenyatta aux deux dernières présidentielles. Mais aujourd'hui, ces quelques 6 millions d'électeurs, suivant 2 millions, ont le choix entre deux candidats principaux hors de la communauté. Un Kalandjan, William Ruto, et un Luo, Raila Odinga. Le mont Kenya est un terrain de chasse, surtout maintenant qu'ils n'ont pas de candidat à la présidence. C'est une zone de prédilection pour essayer de rallier les chiffres à sa cause. William Ruto était dans le Jubilé. Et le Jubilé est le parti du mont Kenya. Ruto est devenu un groupe dissident de la coalition. Il avait donc une longueur d'avance. Néanmoins, tout indique qu'au fur et à mesure que ces chiffres baissent, ceux d'Azimio augmentent. Pour rappel, Ruto, qui s'était vu promettre par le président Uhuru Kenyatta de le succéder en 2022, a progressivement été marginalisé à partir de 2018 par une alliance entre Kenyatta et Odinga. Une bonne nouvelle, on peut le dire ainsi, pour l'Ukraine, où justement des exportations des céréales ont donc repris. Et cela serait tout simplement un soulagement pour le continent africain, car ces exportations ont finalement repris. Et donc le premier navire ayant donc à son bord 26 000 tonnes de céréales a donc quitté le port d'Odessa. C'était bien sûr le lundi
1er août pour Tripoli à destination d'Istanbul. Ceci résulte de l'accord signé entre l'Ukraine, les Nations Unies et bien évidemment la Turquie le 22 juillet dernier. Le compte rendu avec vous, Imamoutou. 2 semaines après la tripartite entre l'Ukraine, les Nations Unies et la Turquie, la rencontre ayant abouti à la signature d'un accord sur l'exportation des céréales. Le premier navire, ayant à son bord 26 000 tonnes de maïs, a quitté le port d'Odessa pour Tripoli à destination d'Istanbul. Ceci est une preuve que cet accord a été respecté. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, affirme que 16 autres bateaux chargés de céréales attendent leur tour pour quitter le port d'Odessa. Après le départ de ce premier navire, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exprime que la reprise des exportations ukrainiennes apportera la stabilité et l'aide indispensables à la sécurité alimentaire mondiale. De nombreux pays d'Afrique sont dépendants des greniers russes et ukrainiens. Ce dont nous avons été témoins aujourd'hui à Odessa est une étape très importante qui doit apporter la stabilité et l'aide indispensable des volumes importants à partir des 3 principaux ports ukrainiens. L'accord sur l'exportation sans entrave des excédents de la production alimentaire et des engrais russes vers les marchés mondiaux, les familles ont besoin que ces accords fonctionnent pour survivre. La Somalie est l'un des premiers pays à s'être porté acquéreur des premiers arrivages de céréales ukrainiens. Habituellement, elles représentent 92% des exportations. Les pays du Maghreb et l'Égypte sont également soulagés par la reprise des transports venus de la mer Noire. Et nous espérons bien sûr que ce retour d'exportation des céréales viendra donc ainsi faire tous ces problèmes d'inflation, notamment au niveau de la farine de blé sur le continent africain. Et puis nous allons sortir de ce journal sur For You Télévision avec effectivement le chef d'Al-Qaïda, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, qui a donc été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan par une frappe de drone américain, a donc annoncé hier lundi en direct à la télévision le président Joe Biden. Zawahiri était donc l'un des terroristes les plus recherchés au monde et les États-Unis promettaient ainsi 25 millions de dollars pour tout renseignement permettant de le retrouver. Il a pris la tête de la nébuleuse djihadiste en 2011 après la mort d'Oussama Ben Laden, tué donc par un commando américain au Pakistan. Introuvable depuis plus de 10 ans, il était considéré comme un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2011 qui avait fait près de 3000 morts aux États-Unis. Sa mort permettra alors aux familles de victimes tuées dans les tours jumelles du World Trade Center à New York et du siège du Pentagone près de Washington de tourner la page, a donc déclaré le président démocrate. Et c'est sur ce que se referme cette édition du Grand Journal sur For You Télévision. Merci d'avoir été les nôtres, merci de nous avoir suivis. Et donc, bonne suite des programmes sur la chaîne panafricaine. Bonsoir. The UN mission paid tribute on Monday, August 1st in the city of Goma to 5 peacekeepers. Placed under the chairmanship of Dr. Shogel Kogala Maiga, Prime Minister of the Transitional Government, this meeting will take place over 5 days of exchanges on certain aspects of the implementation of the set agreement. During this meeting, the signatory Malian parties, assisted by their international partners, in particular the United Nations and Algeria, will discuss political and institutional issues, including DDR, disarmament,
demobilization and reintegration, which are not necessarily linked to a renewal of the constitution. The various parties have made no secret of their desire to move as quickly as possible towards a realistic implementation of the Peace and Reconciliation Agreement signed since 2015. Thus, in their respective speeches, the government, through the Prime Minister and the Minister in charge of reconciliation, whose department is the initiator of the meeting, and the representative of the armed groups, strongly expressed their wish to agree at the outcome of this decision meeting, allowing a more realistic implementation of the peace agreement and the reconciliation resulting from the Algiers process, so that together all Malians can face other challenges. The same wish was expressed by Algeria, leader of the mediation and the Secretary General of United Nations in Mali, head of MINUSMA, while ensuring that their support will not be lacking. At the hearing of more than 80 men accused of the gang rapes of 8 women and armed robbery of a video production, over 300 people gathered outside the Krugersdorp Magistrate Court in Johannesburg to express the community's fury over the attack. News of the rapes and robbery has angered the community and women's organizations in the area, who have complained that such incidents are common occurrences around Krugersdorp. The suspects are allegedly illegal miners known as Zamazamas who dig for gold in Johannesburg. The Zamazama gangs of illegal miners are also blamed for widespread crime in the area, according to local residents. The men were arrested at an abandoned mining site following the rapes and robbery. Death toll from flooding in the eastern Ugandan town of Mbale has risen to 22 and 10 seriously injured. The flooding occurred when heavy rains caused mudslides in the town of Mbale. Widespread damage was incurred, hence hundreds of residents have been forced to vacate their homes. Authorities have advised persons to move to safer areas as the rains continue to pour in Mbale, which is about 30 kilometers northeast of Uganda's capital, Kampala. Combined police, army and Red Cross force are currently searching for persons missing in the muddy waters that has engulfed homes, bridges, shops and roads. Zawahiri, aged 71, was killed in a U.S. drone strike, U.S. President Joe Biden said on live television on August 1st. U.S. officials said the attack took place on Sunday in the Afghan capital, Kabul. Ayman al-Zawahiri succeeded Osama bin Laden as Al-Qaeda's leader in 2011 after Osama's death. According to Washington, the Al-Qaeda leader was killed with a drone missile while he stood on a balcony at his home in downtown Kabul. The Egyptian surgeon had a $25 million bounty on his head, making him the most wanted criminal in the world. The drone attack is the first known U.S. strike inside Afghanistan since U.S. troops and diplomats left the country as Taliban took over the government in August 2021. A fuel tanker explosion has led to at least 6 persons killed and dozens injured in the southwestern part of Libya, medics said on Monday. No concrete causes are yet to be attributed to the blast. It all began when a crowd flocked around a tanker as it headed to resupply a petrol station in the Bent Manya district, resulting in a stampede followed by a massive explosion that set several cars on fire, according to images posted online. Reports from the North African country stipulated that 6 people had died at the main hospital in Seba, southern Libya's main city. According to the hospital's management's post on Facebook, more than 50 wounded were admitted at Sheba Hospital without indicating the number of deaths. Many of the wounded were in a critical state, mentioned a security source in Sheba, hundreds of kilometers south of the capital Tripoli.
The nation's interim Prime Minister Abdulhamid Deba tweeted reacting to the explosion that his government was closely following the incident, adding that they have ordered a crisis cell to urgently transfer the wounded to the major hospital. Southern Libya has been particularly affected by poor services and a lack of investment for more than a decade since the overthrow and killing of former leader Muammar Gaddafi in a NATO-backed popular uprising in 2011. South Africa's President Cyril Ramaphosa has voiced out his zeal to fight corruption and the country's struggling economy shortly after a corruption scandal. While speaking during the closing day of the ruling African National Congress Party's conference, he said, all the measures proposed to grow and transform the South African economy rely on a fiscal policy that ensures that the country's national debt is contained within sustainable limits and that the spending is reprioritized away from consumption towards investment. The conference held over the weekend equally discussed policies needed to address the country's challenges, including the high levels of poverty, 35% of unemployment rate, and the rising cost of living. The policy conference, seen as a preview to its elective conference in December, where it would elect new leaders, was attended by over 2,000 delegates. According to President Ramaphosa, the delegates also expressed concern about the country's electricity crisis, which has resulted in rolling power blackouts, which have affected businesses and households as the power utility Eskom struggles to keep the lights on. However, the delegates expressed support for the steps the government was taking to address the issue.